Bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. À travers 4 numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles ? C'est écrit sur la plupart des étiquettes: eau, malt, houblon, levure. 4 ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes quasi infinie. Hors série numéro 13, Malt in Pot, malterie artisanale, bio et locale à Allonzier-la-Caille. Premier ingrédient que je vous propose de découvrir ou redécouvrir dans cet épisode, le malt. Je me suis rendu à Allonzier-la-Caille, en Haute-Savoie, à une quinzaine de kilomètres d'Annecy. C'est là que Vincent Le Potier et Julien Cotet ont créé, à l'automne 2018, leur malterie artisanale Malt in Pot. Ils travaillent des céréales bio qu'ils maltent pour les brasseurs de la région. Vincent Le Potier nous explique comment tout ça fonctionne. Alors le malt, c'est une céréale qu'on a fait germer de manière à mettre en œuvre des réactions biochimiques plus ou moins complexes pour rendre disponibles les sucres qui sont dans la céréale pour que les brasseurs puissent le transformer en bière. Techniquement, comment ça marche ? Pour malter, on fait uniquement que plagier grossièrement ce que fait la nature. C'est-à-dire que dans la nature, tu mets un grain de céréale avec de l'eau ou en conditions humides ou bref dans la terre, il va germer et en germant, l'embryon, donc le petit bout de la graine qui va commencer à faire des racines et commencer à faire des parties aériennes, va avoir besoin de sucre pour réussir à produire tous ces organes avant d'être autonome. Donc quand je dis qu'on le plagie, c'est qu'on le met dans l'eau, ensuite on lui amène de l'air, puis on le laisse pendant 7 jours relativement peinard, de manière à ce que l'embryon synthétise les enzymes qui soient présentes autour de l'amidon et qui rendent l'amidon disponible pour qu'ensuite le brasseur le mette dans la flotte, fasse ses paliers de température pour dégrader cet amidon en sucre fermentescible, donc pour les levures qui vont faire de l'alcool et du gaz, ou en sucre non fermentescible qui vont donner du corps à de la bière. Si on synthétise tout ça, je prends une graine, je la mets dans la terre, je l'arrose, elle est au soleil et elle va germer, elle va pousser. Et dans quelques mois, j'aurai un épi. C'est un peu ce même procédé qu'on retrouve dans le maltage. Exactement, sauf que ce que nous, en malterie, on veut, c'est qu'on arrête la réaction de germination juste avant que le germe, donc la partie vivante du grain, ne commence à consommer l'amidon. Il ne faut surtout pas que l'amidon soit consommé de manière à ce qu'il y en ait le plus possible qui soit disponible pour le brasseur, parce que sinon, lui, il perd du rendement brassicole, il perd du rendement en alcool. Comment est-ce qu'on arrête cette germination ? On tue le germe. Et pour le tuer, on le sèche. Donc on passe de l'étape de germination à l'étape de touraillage. Le touraillage étant entre le séchage et la cuisson. Donc on va passer le grain de 42% d'humidité à 4% d'humidité en une petite journée. Et c'est le fait de le cuire finalement qui va arrêter sa croissance et qui va le tuer. Vincent, tu nous reçois ici à Allonzier-la-Caille, en Haute-Savoie, chez Malt in Pot, une jeune malterie qui a 3 ans d'existence. On se trouve ici face à d'énormes cuves, des baignoires qui seraient très bien pour ma carrure. Et c'est là qu'a lieu ce process de germination. Comment ça fonctionne ? Toi, malteur, tu achètes tes céréales aux agriculteurs et ensuite ? Alors nous, malteurs, on achète de la céréale à une coopérative qui s'appelle Jura Mont-Blanc en l'occurrence principalement. Et ensuite, on la met dans des bacs, donc les grosses baignoires. On va mettre entre 5 et 6 tonnes de grains dans la baignoire. On va lui amener de l'eau. On va immerger complètement le grain pendant une douzaine d'heures. On va enlever l'eau, amener un petit peu d'air, remettre de l'eau, puis renlever l'eau, etc. Enfin, pendant 24 à 48 heures, on va alterner ces périodes dites de sous-eau et de sous-air. Et ensuite, on va laisser germer le grain en lui amenant simplement de l'air, via de la ventilation et des clims, de manière à maîtriser le flux d'air entrant et les températures, et en retournant le grain régulièrement, puisque quand il commence à germer, il fait des petites racines, et si on ne brasse pas le grain pendant sa germination, les racines s'enchevêtrent, ça forme des mottes, et les brasseurs ne sont pas contents quand ils reçoivent ça. Donc on remplit la baignoire, le grain est complètement sous l'eau, oui. On vide la baignoire, on la remplit, on met de l'eau chaude, de l'eau froide ? On met de l'eau à température, nous on utilise de l'eau à 18 degrés. Donc on a une grosse citerne d'eau dans laquelle on a un thermoplongeur et puis on préchauffe l'eau de trempe. Et ensuite, le process met combien de temps à se mettre en œuvre ? Quand démarre la germination ? Alors, l'embryon commence à se développer, commence vraiment à se réveiller à partir du moment où on lui amène de l'eau la première fois.
D'où le fait qu'on ait besoin d'alterner des périodes où il est immergé sous eau et émergé sous air, puisque quand il se développe, il a besoin de respirer. Et si on le laisse sous l'eau, on le noie. Et si on le noie, il n'est pas content, donc le grain est de mauvaise qualité, le malt est de mauvaise qualité. Donc cette période-là va durer entre 24 et 48 heures. Après, on a entre 4, 5, 6, 7 jours de germination, où là on amène juste de l'air, pareil, entre 16 et 20 degrés. La durée, en fait, va dépendre de la variété, de grains, de l'espèce, si on a du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle, du triticale, du sarrasin, un petit peu tout ce qu'on veut, et puis de la recette qu'on veut faire, puisqu'entre un malt Pilsen et un malt Munich, il n'y a pas les mêmes temps de germination, il n'y a pas les mêmes températures de germination, ça se passe différemment. Une fois que la germination est terminée, donc nous on suit tous les jours, on fait des mesures d'hygrométrie. Donc on a un dessiccateur pour mesurer l'humidité du grain, on regarde la longueur du germe, la longueur des radicelles, on suit le process, et une fois qu'on se dit c'est bon, on en est au stade dont on a besoin pour faire le malt qu'on veut faire, et là on l'aspire donc avec notre gros aspirateur qui est la suze à grains, qu'on alimente à la pelle à neige, ça fait les bras, et on le passe en touraille, donc la touraille étant le séchoir, où là il va passer une vingtaine d'heures pour un malt Pilsen, donc séché pas forcément trop rapidement, mais surtout pas forcément trop chaud, ça fait beaucoup d'approximations, mais bon voilà. Ou alors une trentaine d'heures pour un malt Munich qui va être séché beaucoup plus chaud, ou des maltes type cristal, ou en fonction de la recette. Plus on veut le chauffer, le sécher chaud, plus on va avoir des EBC, plus on veut changer les goûts, plus ça va durer longtemps en touraille, chez nous. Pilsen, Munich, Cristal, c'est pas des variétés de grains, c'est déjà le malteur qui compose la recette du brasseur. C'est ça, c'est presque le malteur qui répond à la demande du brasseur qui a besoin des différents maltes pour faire sa bière. L'enjeu en malterie, au niveau de la germination, c'est que, comme on l'a dit, l'objectif du maltage, c'est de rendre disponible l'amidon pour faire des sucres. Fermentescible pour faire de l'alcool et du gaz, non fermentescible pour donner du corps à la bière. Pour transformer cet amidon, on a besoin d'enzymes. L'enzyme étant synthétisée, produit, donc les petits ciseaux qui vont casser l'amidon, tout au long de la germination du grain. Mais plus le grain germe longtemps, plus il y a d'enzymes, mais plus on a aussi de risques de voir apparaître des faux goûts, donc des goûts de carton, des goûts de chou dans la bière. Et pour détruire ces faux goûts-là, le brasseur, lui, peut faire une grosse ébullition bien franche, là, qui dure bien longtemps, mais qui entraîne d'autres conséquences. Et surtout, nous, en malterie, on va le chauffer plus fort. Mais plus on chauffe le grain fort en touraillage, plus on détruit les enzymes. Donc il faut qu'on trouve ce parfait équilibre en germination, de dire on veut un malt qui soit très productif pour le brasseur, qui ait beaucoup de goût, qui ait beaucoup de BC, donc beaucoup de couleurs, etc., qui répondent à la demande du brasseur, mais finalement qui lui permettent de faire un petit peu tout. Donc c'est pour ça que on va utiliser le même grain, et que ce même grain, on va en faire plusieurs recettes différentes qui vont nous permettre de produire des maltes de base, riches en sucre, riches en activité enzymatique, qui vont donner plein d'alcool, et puis des maltes plus élaborés, voire torréfiés, donc là on va encore rajouter de la couleur, qui eux apporteront uniquement de la couleur ou uniquement du goût ou d'autres spécificités, et on compose en fait notre gamme de produits, notre gamme de malt, et puis surtout ce que les brasseurs peuvent faire comme bière avec, en fonction des recettes. On peut malter à peu près n'importe quelle céréale, de l'épeautre, du blé, tout ça, ça fonctionne sur le même procédé ? Exactement, dans la mesure où le maltage c'est faire germer, tout ce qui germe peut être malté. On peut malter une céréale, donc pour la partie sucre, des légumineuses pour la partie protéines. Tout ce qui germe finalement peut être malté, et à défaut d'apporter vraiment quelque chose au niveau biochimique, ça peut apporter du goût, ça peut apporter de la texture, ça peut apporter de la couleur. À partir du moment où on fait germer quelque chose finalement et qu'on le sèche, on le malte. Quand tu dis sécher, c'est sec ou il reste encore un peu d'humidité dans le grain malté ? Ah non, c'est sec. C'est sec, si tu le prends dans tes mains et que tu le frottes, tu vas en faire de la farine. Tu nous parlais tout à l'heure de la coopérative qui vous approvisionne en céréales, mais elles sont récoltées où ? Alors les céréales qu'on transforme chez Maltin Pot, pour celles qu'on achète donc auprès de la coopérative Jura-Mont-Blanc, elles sont collectées sur la zone de l'Ain, donc 01, Savoie et Haute-Savoie, 73-74. Un petit peu de temps en temps dans l'Isère. Après, pour la partie, on fait également du maltage à façon, donc comme pour la brasserie Vera. Là, c'est des céréales qui peuvent venir de la France entière, où l'objectif, c'est de répondre aux besoins de paysans brasseurs pour leur transformer leurs céréales. Aujourd'hui, Maltin Pot travaille avec 2 bacs de germination qui peuvent contenir chacun environ 6 tonnes. Ça permet de répondre à la demande, ou est-ce qu'on est déjà un peu à l'étroit ?
On a commencé en étant un petit peu à l'étroit, mais par la force des choses, et on est bien à l'étroit. Alors il y a eu la période sanitaire qui a été un petit peu plus calme, où on a beaucoup travaillé aussi grâce au maltage à façon. Mais là, on se sent vraiment à l'étroit de par notre production, où il y a beaucoup de demandes, et on travaille depuis déjà quelques mois sur un projet d'agrandissement, de manière à accompagner les brasseurs qui se créent, parce qu'il y a encore pas mal de brasseries qui se mettent en place, les brasseurs qui se développent, parce qu'on a de nos clients qui se développent à partir du moment où ça a redémarré, et même si c'est des projets qui étaient déjà en place, voilà, pour réussir à répondre à leurs demandes, tout simplement. La spécificité de Maltin Pot, c'est que vous produisez uniquement des maltes bio. Oui, toutes les céréales qu'on achète sont certifiées issues de l'agriculture biologique, et les céréales qu'on malte à façon sont également issues de l'agriculture biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique. Et ça, aujourd'hui, ça répond aussi à la demande des brasseurs qui sont toujours à l'affût de matières premières issues du bio. Tous ceux qui veulent du bio, évidemment, trouvent leur compte si les maltes répondent à leurs besoins, mais pour la bio, oui. Après, ceux qui veulent du local, finalement, ils ont du coup d'une pierre deux coups, puisqu'ils ont et du local et du bio. Oui, alors justement, la zone de chalandise de Maltin Pot, c'est quoi ? C'est Auvergne-Rhône-Alpes ou c'est encore un peu plus large ? Alors aujourd'hui, on a plus d'une centaine de brasseries qui nous suivent, majoritairement sur le quart sud-est de la France. Et on va dire que 60% de notre clientèle est sur les Deux-Savoie, l'Isère et puis une partie de l'Ain aussi. On a donc des brasseries qui prennent 100% de leur malt chez nous, comme la brasserie du Merle ou la brasserie des Deux Branches qui était là ce midi. On a des brasseurs, des paysans brasseurs qui viennent pour faire du maltage à façon, comme la brasserie Vera. Et puis on a d'autres brasseurs qui en fait viennent soit chercher un malt spécifique parce qu'on produit un malt fumé qui leur plaît, ou le carabiscoté, ou enfin voilà, différents malts spéciaux qui répondent à leurs demandes. Ou alors faire une bière avec, ou un brassin éphémère, ou alors des spiritueux comme la brasserie 744, dont on a goûté le gin épi ce midi, qui cherche un produit pour le coup bio et local qui répond à leurs demandes. Lors de la réalisation de cet épisode, Vincent Le Potier avait invité des clients de Maltin Pot à déjeuner. Ainsi, j'ai pu rencontrer plusieurs brasseurs comme Pierre Belly de la brasserie du Merle à Puygros en Savoie. Dès le début, on a vu qu'ils se montaient, on les a contactés, on est venu les voir, on a discuté un peu avec eux. Et on leur a tout de suite pris du pale. On a été parmi les premiers clients pour faire le crash test, le nom de leur premier malt. Nous, on a été très contents de leur malt, de la qualité. Et du coup, au fur et à mesure, on a continué à travailler avec eux pour d'abord les malts de base, Pils et Pale, évidemment. Après, on prenait à côté en complément. Et puis, dès qu'ils ont développé leur gamme, nous, on s'est mis à adapter nos recettes pour travailler uniquement avec eux. Parce que c'est 2 et 3 jeunes maintenant qui ont une belle éthique, qui travaillent local. Et nous, on avait vraiment envie de soutenir ça parce que ça nous tient à cœur au sein de la brasserie. Donc voilà, maintenant ça fait, je pense, bientôt un peu plus d'1 an et demi qu'on travaille exclusivement avec leur malt. Et on a des très bons résultats en utilisation de malt. C'est largement équivalent à ce qu'on trouve dans le grand commerce, comme on dit. Pour le moment, nous, on est très contents de travailler avec eux. Bonjour, je suis Yann Mangenot de la brasserie Les Deux Branches située à Mézilly dans la Loire. On avait vraiment la volonté de travailler en local, si possible avec des maltes qui viennent de la région Rhône-Alpes. Et quand on s'est lancé, il y avait une malterie déjà en place qui est la malterie des Volcans, et puis une autre malterie qui se montait qui est Maltin Pot. Et le hasard des rencontres et des contraintes de chacun, puis des cahiers de commandes qui étaient pleins d'un côté, fait que on est venu chez Maltin Pot et que maintenant on se fournit exclusivement chez eux. Ouais. On va vraiment de la recette où on va consommer 200 kg de malt. Alors, on parle en 10 hectolitres, nous, quand on brasse. Donc, on va consommer des fois très peu de malt. Et puis, des fois, en particulier, quand on accueille les copains, justement, de Maltin Pot, on peut consommer 5 ou 600 kg de malt sur une seule et même recette. En plus, vu que Maltin Pot fait pas mal de maltes un peu spéciaux, des maltes fumés, puis bientôt des maltes torréfiés bien particuliers, ça fait qu'on va forcément pousser la quantité de malt pour d'une part avoir les sucres nécessaires pour avoir l'alcool final dans la bière, et en même temps avoir cet apport gustatif avec les maltes fumés par exemple, ou avec les maltes torréfiés, on va forcément devoir un peu bodybuilder notre recette pour avoir le rendu final voulu. Ils ont aussi cet avantage d'avoir compris un petit peu les besoins des brasseurs, et même des petits brasseurs comme nous, où on a envie de tenter, de jouer, de s'amuser avec des nouvelles choses, et ils l'ont fait, et ça fait qu'on va forcément tenter de plus en plus de choses, parce que d'une part, avoir un fumoir, ça fait qu'on a plein de variétés de maltes possibles, autant qu'il y a d'essence d'arbre disponibles, et ça fait vraiment des maltes différents à chaque fois. Avoir un torréfacteur, ça va aller encore dans cette dynamique-là, et puis même au-delà de ça, c'est une malterie qui est vite allée au-delà de juste avoir des maltes classiques, et
sortir du pilsen, du pale, du blé et aller chercher soit des céréales un peu plus atypiques, soit travailler sur des carins un peu différents ou des maltes un peu spéciaux. Et clairement, ça fait une malterie qui, je pense, a pas mal de références vu la taille de la malterie. Yann Mongenot de la brasserie des Deux Branches à Mézilly, dans le département de la Loire. En créant Maltin Pot, Vincent Le Potier et Julien Côté avaient pour idée de départ de proposer aux paysans locaux et aux brasseurs locaux un outil de transformation bio et local. À partir de là, les deux malteurs ont développé leur propre catalogue de malt. Vincent Le Potier. On essaye de coller à des grands noms ou en tout cas des types de produits que les brasseurs cherchent, auxquels ils ont besoin de pouvoir s'identifier pour faire le parallèle, puisqu'on produit un malt qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de travailler, donc autant pas trop changer les noms. Et après, on va chercher à produire des malts sur lesquels on s'amuse, puisque l'objectif c'est que ça reste un jeu, entre guillemets, soyons sérieux sans se prendre au sérieux, et de leur proposer des malts qui vont apporter quelque chose de différent. Où là, pour les noms, par contre, faut qu'on se fasse des kiffs, quoi. Donc on a voulu faire un Blénix sa mère, mais ça n'a pas été trop approuvé par le comité de R&D ou marketing, ou je sais pas comment on peut dire au niveau des noms, donc on est deux. Donc on a fait la gamme des Baby Love, avec le Sweet Baby Love, le Sugar Baby Love, et le dernier de la gamme qu'on pourra produire dès qu'on aura le temps. Toute blague mise à part, non, voilà, l'idée c'est que nous, on brasse aussi un petit peu à notre modeste mesure. On fait des brassins collaboratifs avec des brasseurs. On échange vraiment et on est demandeur auprès des brasseurs d'avoir un retour sur nos maltes. Et on goûte de manière professionnelle et avec modération, bien sûr, les brassins qu'ils produisent avec nos maltes. Et on veut vraiment leur proposer quelque chose qui leur apporte un plus. S'ils veulent un malt régulier, standard, qui soit toujours 100% le même, qui produise précisément X quantité d'alcool avec machin, etc., blablabla, là, les indus sauront vraiment faire quelque chose où aujourd'hui, on n'est pas en mesure de faire ça. Puis c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire. Mais par contre, s'ils veulent un malt, un produit artisanal, au même titre que leur clientèle vient chez eux, parce qu'ils veulent une bière qui est différente d'une lèvre, d'une pelle forte ou de bières qui sont plus standards dans la mesure où on peut dire ça, là, on va pouvoir commencer à discuter, s'entendre, leur proposer des choses qui sortent peut-être un peu parfois des sentiers battus, qui sont à travailler un petit peu différemment, mais dans la mesure où ils reviennent, on se dit qu'ils sont contents et puis que c'est ce qu'ils cherchent et qu'on répond à leurs demandes. Typiquement, les maltes dont tu nous parlais, qui ont été créés ici, si on peut dire, quelles sont leurs spécificités ? Alors la spécificité des maltes que nous on va produire, alors déjà la variété d'orge qui est importante parce que c'est quand même la matière première de base, qui n'est pas forcément la même variété qui est utilisée par les malteurs industriels. Nous on travaille majoritairement des variétés dites de sirop d'hiver, semées à l'automne ou en hiver, et qui sont différentes des variétés dites de 2 rangs de printemps, travaillées classiquement par les industriels, et qui contiennent moins d'amidon, donc potentiellement moins de rendement brassicole. Dans nos départements, on produit plutôt ces variétés-là parce qu'elles sont plus adaptées aux contraintes pédoclimatiques, donc tout simplement à ce qu'on peut trouver ici comme condition pour les faire grandir. Elles produisent bien pour les agriculteurs, donc ça c'est un critère de choix aussi. Et derrière, nous en malterie, on va les travailler d'une certaine façon et elles vont apporter une typicité, des goûts différents aussi aux brasseurs. Ça reste une matière première vivante et qui s'imprègne de son environnement. Et ça, je pense que dans les maltes qu'on propose aujourd'hui, quelque part, ça se ressent, puisqu'il y a un goût différent entre nos maltes, entre les maltes qu'on peut trouver en artisanal dans d'autres malteries artisanales, les maltes industrielles. Puis voilà, après, il faut que les brasseurs composent. Il y a 2 familles de maltes dont on n'a pas parlé parce qu'ils sortent un peu du circuit conventionnel. Ça va être les maltes fumées et les maltes torréfiées. Donc on peut soit rester à l'étape du touraillage, qui permet donc de faire des maltes de base avec des couleurs qui soient relativement faibles et plus ou moins d'activité enzymatique, ou on peut, avant l'étape de séchage et de cuisson, donc le touraillage, les passer dans un torréfacteur, la torréfaction étant grossièrement schématisée avec une bétonnière, avec des brûleurs gaz en dessous de la bétonnière qui va chauffer la tôle, et le malt étant sur la tôle, va sécher, va caraméliser, et ça va lui apporter d'autres goûts, d'autres couleurs. Donc ça, on peut le faire avant le touraillage ou après le touraillage. Et la torréfaction va permettre de faire des maltes plus foncés, donc pour produire des bières ambrées, des bières brunes, des stouts, on va vraiment monter en puissance au niveau de la couleur. Et la possibilité aussi de fumer du grain. Le malt fumé, en fait, on prend un malt qui est sec et en le mettant dans le fumoir, en fonction de l'essence de bois
ou même des végétaux qu'on va utiliser pour le fumer. On va apporter d'autres goûts, d'autres saveurs, enfin vraiment développer une palette aromatique différente. Et selon qu'on utilise du bois de hêtre, du bois de chêne, du genévrier ou différentes choses, ça va apporter certaines propriétés à la bière. Et le maltage à façon, alors dans tout ça, qu'est-ce que ça représente dans le global de l'activité ? Pour nous, aujourd'hui, on va dire que ça représente peut-être un tiers de notre production. Un tiers, un quart, c'est selon. C'est vrai que l'année, nous on a démarré la production il y a maintenant 2 ans. La société existe depuis presque 3 ans et on a fait une année de production de démarrage donc qui a été un peu particulière. Avant d'attaquer une année qui a été un peu particulière parce qu'on a eu une super pandémie et puis une deuxième année qui a été un petit peu perturbée par ce contexte-là. Donc finalement, on est encore en train un peu de chercher nos repères et le maltage à façon a vraiment permis de continuer la production, de répondre à cette demande qui nous impressionne en fait. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens qui veulent faire malter de la céréale, qui soient producteurs ou qui réussissent à trouver un producteur à côté de chez eux et nous demandent juste une prestation de service. Donc ça nous a bien arrangé. C'était super sympa aussi parce qu'on a découvert plein de nouvelles variétés qu'on ne travaillait pas forcément parce que classiquement quand on va acheter de la céréale, on va plutôt acheter une même variété de manière à avoir toujours la même pendant toute l'année ou éventuellement 2 ou 3 mais éviter de trop se disperser. Et on a beaucoup appris grâce au maltage à façon. Et puis ça nous a permis de goûter plein de nouvelles bières, des bières fermières, de rencontrer des gens absolument géniaux. Oui, parce que pour faire malter à façon, il faut au moins être agriculteur et brasseur. Dans le processus du maltage à façon, il y a le fait que nous, on n'achète pas la céréale. Donc il faut nous fournir la céréale. Et on fait juste de la prestation de service avant de rendre la céréale maltée au paysan qui la vend au brasseur qui l'a acheté au paysan ou à la même entité qui était paysan-brasseur. Ou voilà. Ça prend une dizaine de jours, on va dire. L'un des clients de Malting Pot pour son maltage à façon, c'est la brasserie Vera à Marcella-Albanais, entre Annecy et Aix-les-Bains. Manu Vera a créé sa brasserie en 2014, rejoint par son épouse Aline il y a 2 ans. En 2020, ils ont fait malter 16 tonnes d'orge cultivées sur les terres de la ferme familiale. Donc j'ai commencé la brasserie il y a 7 ans maintenant. Et donc avant j'étais pas du tout là-dedans, j'étais frigoriste. Et j'ai fait un tour du monde en vélo donc il y a une dizaine d'années. Et c'est aux États-Unis que j'ai un petit peu découvert la bière artisanale. Et je me suis dit en rentrant, j'essaierai d'en faire un petit peu pour moi. Et donc quand je suis rentré, mes parents m'ont offert une journée d'initiation chez Armalté à Annecy. Et c'est de là que ça a démarré. Donc j'ai beaucoup brassé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, faut peut-être que je commercialise mes bières. Et donc, voilà, ça fait 7 ans et quand j'ai démarré, ça a très vite bien marché. Et on brasse à peu près 1000 hectolitres par an. Tu es installé sur la ferme familiale, dans un petit hangar dont tu as poussé les murs, un ancien garage, où aujourd'hui tu as ta salle de brassage, ton alambic, puisque tu distilles, alors tu vas nous en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as donné du sens à tout ça en demandant à ton frangin, à tes parents, de se mettre à la production d'orge pour pouvoir brasser, et donc on se retrouve face à une bière qui utilise les ingrédients du cru. Ouais, c'est ça, donc en fait, quand j'ai démarré à faire de la bière, j'ai trouvé ça magique déjà d'arriver à faire ma bière moi-même, arriver à faire ma bière avec mon orge. Vraiment, ça pour moi c'était mon objectif, un grand objectif. Et ouais, on est super content de faire notre orge. Donc c'est mon frère qui me le fait pousser sur la ferme ici. Pour l'instant, on arrive presque à faire 50% de notre production de bière. Et on fait aussi, depuis 2 ans, on a acheté des alambics, on fait du whisky. Donc qui sera commercialisé dans 2 ans. Et celui-là, on le fait uniquement avec notre orge que Vincent nous malte. Et l'année dernière, on a aussi fait du seigle pour faire un whisky avec du seigle. Notre orge, jusqu'aujourd'hui, il était en conversion bio et cette année, il sera en bio. Et nous, on a pris aussi la décision, pour suivre un peu la ferme, de passer toutes nos bières en bio. Donc on brasse avec du malt bio et du houblon bio. Une fois qu'on a récolté ces céréales, il faut les faire malter. Alors là, tu as fait appel au service de Malting Pot. La production aujourd'hui sur la ferme, c'est 3-4 hectares. On est à peu près à 16 tonnes récoltées pendant l'été. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La partie marrante, c'est quand la moissonneuse vient pour récolter l'orge. Ensuite, c'est moins drôle, donc on met tout ça dans une benne.
On le stocke pendant environ 2 mois, on le laisse sur une période de dormance. Et ensuite, il faut le transporter jusque chez Vincent. Ça, c'est moins drôle. Donc, on a un camion, on fait quelques transferts. Et on le laisse chez Vincent à peu près 2 semaines. Et puis, on vient le récupérer avec un camion. Et on stocke tout ça à la brasserie. On le laisse encore se reposer quelques semaines. Et puis ensuite, on brasse avec. Aujourd'hui, de plus en plus de brasseurs réfléchissent à une logique de circuit court pour éviter d'avoir des matières premières qui arrivent du monde entier. Là, on ne peut pas faire plus court en fait. Non, c'est vrai. Là, ce qui serait bien, ce serait justement que Vincent déménage à côté de chez nous pour être plus près. Mais non, c'est vrai, là, nos champs d'orge, ils sont à 200-300 mètres de la brasserie, donc c'est vraiment de l'ultra local. Et puis on fait aussi une toute petite partie de notre houblon à 20 mètres de la brasserie. Et en termes de qualité, parce que c'est important la qualité, ici on a un climat, on a un terroir qui répond à cette exigence de qualité. Eh ben, le climat jusqu'à maintenant il a été bon, donc je pense que tout va bien. Après le terroir, ça fait que 2 ans qu'on en cultive pour faire la bière, donc j'ai pas encore l'expérience de savoir si ça apporte vraiment un plus ou quelque chose de particulier. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse, de voir les différences entre chaque année. On le sème plus ou moins sur les mêmes parcelles. Après le climat est différent chaque année, donc ça apportera des grosses différences, les variétés aussi. Donc je pense que je pourrais vous en dire plus dans 10 ou 20 ans, quoi. J'ai vu aussi en entrant là, qu'il y avait des pieds de houblon qui commençaient à sortir de terre. Ouais, c'est ça. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on cultive du houblon. Pareil, je l'ai fait pour essayer un peu voir si j'arrivais à en faire pousser ici déjà. Et du coup, ça pousse aussi bien qu'ailleurs. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il faut tirer les fils au printemps, désherber un petit peu autour. Et puis le gros du boulot, après, c'est la récolte. Donc on s'est un petit peu limité. Là, on a entre 250 et 300 plants. Et l'année dernière, ça nous a permis de brasser 6000 litres de bière avec notre houblon. L'an dernier, sur la ferme, vous avez aussi récolté 4 tonnes de seigle, que là aussi, il faut faire malter. Mais c'est plus pour la bière, là, c'est pour le whisky. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, c'était une idée de mon frère qui avait envie de diversifier, qui nous a semé du seigle. Moi, j'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai pensé, j'aime bien les whiskies avec du seigle. Donc je me suis dit, je vais tester ça. Donc on a récolté 4 tonnes, malté chez Vincent. Et là, on a commencé à le brasser et le distiller. C'est en cours en ce moment. Du coup, avec le seigle, on a dû s'adapter au niveau du brassage parce que c'est pas facile à brasser et surtout filtrer. Donc à la base, je voulais faire un 100% seigle. Bon, j'ai un peu revu ma copie et là, maintenant, on est sur 50% orge et 50% seigle. Et donc, je m'adapte avec des balles de riz et tout pour réussir à filtrer tout ça. Mais je pense que le résultat va vraiment être sympa. J'adore le goût que donne le seigle. Je trouve que c'est légèrement épicé et tout. Et dans le whisky, ça va être sympa. Et puis à l'avenir, je pense que je le referai peut-être sur la bière aussi. D'autres clients de Maltin Pot produisent aussi des spiritueux, comme la brasserie 744 à Latour, qui distille le Gin Épi, un gin au génépi que nous avions pu déguster lors de l'enregistrement de cet épisode. Avec la nouvelle moisson, Maltin Pot s'apprête à débuter sa 3e année d'activité. La malterie produit actuellement entre 4 et 500 tonnes de malt à l'année, grâce à un approvisionnement continu. Mais Vincent Le Potier vise encore plus haut. Dans la mesure où la céréale est moissonnée sur une période, pour la prendre très large, on va dire sur 2 mois dans l'année, on va moissonner et récolter toutes les céréales dont on va avoir besoin pour les 12 mois suivants. Le choix qu'on a fait, ça a été de ne pas s'équiper en installation coûteuse et technologiquement aussi et techniquement hyper demandeuse pour stocker cette céréale. Donc en fait, on fait appel au service d'un organisme stockeur qui lui est capable et sait stocker la céréale correctement et va nous livrer selon nos besoins. On a 2 petits silos, chaque silo contient de l'eau, donc on a 4 lots. Quand on a un camion qui vient, on fait venir 5 lots d'un coup, donc 4 bébés dans des silos, pour reprendre l'image de la baignoire. Et un bébé dans la baignoire directement et les 4 autres dans les silos. Puis après, voilà, on fait tourner. Un lot, c'est 6 tonnes. Un lot, c'est entre 5 et 6 tonnes, ouais. Entre 80 et 85% de rendement. Donc, grossièrement, 5 tonnes d'orge, ça va donner 4 tonnes 4 de malt.
Il faut 25 kg de malt pour faire 100 litres de bière. Donc après, je vous laisse faire le calcul. Mais en tout cas, nous, on expédie en palette de 800 kg. Et en moyenne, sur une palette de 800 kg, il y a à peu près 4000 litres de bière. Ça représente quel volume de céréales maltées à l'année ? On produit, nous, entre 4 et 500 tonnes de malt à l'année. Donc on est entre 600 et 700 tonnes de céréales au jour d'aujourd'hui. Et demain, on va avoir besoin de presque 2000 tonnes de céréales en comptant le maltage à façon dans ces céréales-là. Donc c'est chouette. C'est chouette parce que ça fait... moi, j'ai commencé à bosser sur le projet fin 2017 en travaillant vraiment la partie appro. Et là, on va attaquer notre 3e année vraiment sur la moisson, la collecte 2021 et la COP avec laquelle on a vraiment un partenariat étroit nous garantit, alors sauf catastrophe climatique majeure bien entendu, mais d'avoir 100% des céréales qui sont originaires des Deux-Savoie et de l'Ain. Donc là, on a toutes nos céréales qu'on achète, donc hors maltage à façon, qui vont avoir fait une centaine de kilomètres pour venir à la malterie. Et ça a vraiment du sens. Tu nous expliquais qu'à chaque lot maltais, il y avait toujours un peu de perte. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une perte, mais effectivement, la notion de rendement, de manière définie, quelque chose qui se passe. Entre les 5 tonnes et les 4 tonnes 4 qu'on va avoir, les 600 kilos, on a une part d'eau, parce qu'en fait, on part d'un grain qui est à 13% d'humidité, qui va devenir à 4% d'humidité, donc il a perdu de la flotte à un moment donné. Et aussi, on a aussi une part un petit peu d'enveloppe, toutes les petites racines qui vont se développer, donc les radicelles qui sont sèches après, qui vont être éliminées. Et donc, des petits déchets, c'est pas forcément très sympa, mais en tout cas des coproduits qui seront, eux, valorisés en alimentation animale, puisqu'ils sont très riches en pas mal de choses, en protéines, en cellulose, qu'on peut vraiment valoriser pour donner de la bouffe à des bêtes, pour reproduire quelque chose avec, que ce soit de la viande, du lait, du poil, un peu tout ce qu'on veut, en le donnant les animaux, quoi. Donc ici, tout se transforme et rien ne se perd ? Oui, tout se transforme et rien ne se perd. Si on perd quelque chose, c'est qu'on a perdu aussi un peu, même s'il faut s'amuser, ça reste un business, donc ce qu'on peut éviter de le perdre, on va quand même essayer d'éviter de le perdre. Dans l'idée de fonctionner, le fameux cercle vertueux, oui, tout ce qu'on peut valoriser, on le valorise. Tout ce qui a été produit, à un moment donné, a été produit, donc il faut qu'on l'exploite au maximum pour pas qu'il soit produit pour rien, quoi. Donc une céréale qui a été produite, nous on va lui amener de l'eau, déjà qu'on envoie beaucoup d'eau à la station d'épuration qui n'est pas forcément mécontente parce que ça va diluer beaucoup de choses, mais derrière il faut qu'on en fasse le maximum pour, comme tu disais, on jette c'est une grosse baignoire, on va jeter l'eau du bain, on garde le bébé, et ce bébé là, faut qu'on lui donne tout ce qu'il peut pour que ça devienne quelqu'un de bien et puis qu'il réussisse à faire quelque chose de bien de sa vie. La vie étant sa bière, et nous on existe grâce aux agriculteurs qui produisent le bébé et grâce aux brasseurs qui lui donnent un boulot. Je ne sais pas si l'image est correcte, mais bon. On va rester là-dessus. Vincent, comment est assuré le suivi qualité ? C'est-à-dire, une fois que vous avez produit, comment est-ce qu'avant de vendre aux brasseurs, on s'assure que tout va bien ? Avant de vendre aux brasseurs, effectivement, et pendant la production, on va suivre toute la croissance du grain. Donc ça commence dès la moisson où la COP nous donne une fiche de qualité du grain, qu'on sait que ce qu'on rentre va germer correctement. Nous, on reteste la germination. Une fois que c'est en bac, on a quand même les outils pour piloter, comme je disais, la température de l'air, vraiment pas mal de paramètres qu'on suit. C'est tout monitoré, donc on a la possibilité de voir si jamais il y a eu des variations. On a une petite partie labo à la malterie où on a donc des outils pour suivre l'humidité, les longueurs de plumule, de radicelles. On croque aussi, parce qu'il faut savoir se faire confiance. Et puis, mine de rien, au fur et à mesure, on arrive à savoir quand on croque dans un grain que si on se pète une dent, c'est qu'il est trop dur, et que s'il fond sous la langue, c'est qu'il est vachement mou et plutôt bien désagrégé. Non, blague à part, le fait de croquer le grain tous les jours permet quand même de sentir des petites variations et voir où en est le process, de le sentir. En fonction de l'odeur, on sait si ça dérive vers quelque chose d'un petit peu plus acide ou pas, si le grain chauffe, voilà. Et après, le malt, quand il est produit, encore une fois, de le croquer, et ça permet de sentir sa friabilité, donc de voir s'il est de bonne qualité ou pas. Et nous, les tests qu'on va faire post-maltage sur le grain, alors c'est soit en brasserie, donc à nos modestes mesures, ou alors en le brassant ou en échange avec les brasseurs, et en malterie, ça va être des tests d'EBC, donc l'indice EBC qui permet de voir la couleur, de détecter des faux goûts, de tester le pH, et on fait également régulièrement des tests avec des organismes indépendants, parce que en interne, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et puis le dire, c'est jamais que notre bonne foi qui l'atteste, mais on fait régulièrement des tests, donc auprès de l'IFBM notamment,
qui nous apportent des analyses certifiées pour définir et puis poser tous les critères de qualité sur le malt. Et ça, ces fiches d'analyse, on est en mesure de les communiquer aux brasseurs pour répondre à certaines de leurs interrogations et puis les accompagner sur la façon de brasser nos maltes. J'ajoute que l'un des premiers à tester les maltes de Maltin Pot n'est autre que Julien Cottet, qui en plus d'être malteur, est aussi brasseur à la brasserie du Farfadet à Cruseilles. Merci à Vincent Le Potier et Julien Cottet de Maltin Pot pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci aux différents brasseurs qui ont apporté leur témoignage. Pierre Belly de la brasserie du Merle, Yann Mongenot de la brasserie des Deux Branches et Manu Vera de la brasserie distillerie Vera. Cet épisode a été produit en partenariat avec Maltin Pot, que je remercie pour son soutien. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, vous pourrez découvrir en images les dessous du maltage. Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas aussi de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr de liker, partager et commenter sur les réseaux sociaux. Dans 15 jours, nouvel épisode des cahiers de vacances du Podcapsuleur. Nous irons en Alsace nous intéresser au houblon, autre ingrédient indispensable dans la composition de la bière. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.